Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. bienvenue. Je vais commencer par me présenter du coup, tiens, je vais être mal poli. Ah ben non, je suis en haut de la liste, c'est pas du tout mal poli. Ah non, c'est dans l'ordre. Donc David Pilato, je suis développeur évangéliste chez Elastic. Et voilà, je parle beaucoup de mon sujet de prédilection qui est Elasticsearch. Depuis 10 ans, je suis monomaniaque sur le sujet et je ne parle que de ça dans la vie. Moi, je parle des fois de plusieurs choses différentes, C'est mais bien. ces derniers temps, vu que j'ai rejoint Google il y a déjà un petit moment, je parle beaucoup des solutions de Google Cloud. Je suis développeur advocate et je me focalise surtout sur les sujets serverless. Et justement, en septembre, octobre dernier, au précédent Devox, j'avais fait une université où justement on crée une petite application de partage de photos. Et toi, tu étais là dans la salle. J'étais là, je Donc regardais. on utilisait, tu vois, les Google App Engine, Cloud Run, Cloud Function, les workflows et tout ça, c'est super. Mais dans mon application, il manquait quand même quelque chose. Ben moi, il me manquait quelque chose, ouais. Et ouais. Une possibilité de rechercher. Et voilà, de chercher parmi les photos. Et du coup, en se discutant, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être un bon sujet, Pourquoi on ça. pourrait, voilà, ne pas, enfin, proposons ce sujet. Proposons Voilà. ce sujet. Et donc, on avait quoi? On avait une appli, je vais la regrossir un petit peu. À la fin du workshop, on avait une appli qui ressemblait à peu près à ça. Donc, vous pouvez uploader des photos. Autour des photos, on avait une bordure colorée avec une couleur qui vient des photos. On avait des libellés et toutes ces informations-là. J'avais utilisé une API de machine learning, la Cloud Vision API, pour récupérer ces informations sur les images. On pouvait créer un collage des dernières images et une section pour uploader des images. Mais effectivement, Il manque une barre de recherche. là, ouais, et puis on aurait même- pu, tu sais, on aurait pu même cliquer sur les C'est ça. libellés. Et puis, si je mets, je sais pas, Sky. Ouais. Je clique, en plus il y a le pointeur déjà, mais Ouais, c'est ça. Pour on dire, peut je pas vais cliquer. trouver tous les skies, tous Et je les... voudrais toutes les photos avec des bâtiments, etc. Même sur les couleurs, on aurait peut-être pu Ouais, jouer même aussi. sur les couleurs. Ouais. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'avais dans mon application? Donc tout le code était là dans Repo. ce repo-là, que j'ai ensuite forqué là pour aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez voir le code après des changements qu'on a fait, comment on a réintégré Elasticsearch, vous pourrez regarder ça. Et en fait, alors je crois que je l'ai ouvert ici. Peut-être que ce sera mieux comme ça, on le verra un petit peu mieux. Donc en fait, ce qui se passe dans l'application, donc il y a un utilisateur qui est ici, qui va uploader des images au travers de ce frontal web qui est hébergé sur Google App Engine. Donc il y a une image qui est stockée dans un bucket, dans le cloud, et ce bucket-là, ça va générer des événements. Et les événements, ils vont faire quoi? Ils vont lancer un workflow. Ce workflow, il va faire différentes choses. Donc, alors, il y a différentes branches suivant si on est en train de supprimer une image, si on en rajoute une ou autre. On prend, donc là, on est dans le cas où il y a une nouvelle image qui arrive. On va analyser l'image en appelant la Cloud Vision API. Donc, ce graphique est un peu spécial où c'est à la fois architecture et à la fois le workflow qui est en dessous. Donc, c'est pour ça qu'il est c'est peut-être un peu brouillon, mais bon, j'aime bien la représentation comme ça. On voit et le workflow, les étapes, et à la fois les composants. Donc, on appelle la Vision API pour obtenir les résultats, des informations, des métadonnées sur la photo. Éventuellement, à ce moment-là, vu que je stockais dans Firestore, je faisais des petites transformations de données pour pouvoir stocker dans le bon format dans Firestore. Je vérifiais que la photo est safe, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas des trucs qu'on ne peut pas trop montrer à l'écran. Au cas où ça vous prendrait de prendre l'URL, de télécharger des photos, pas cool, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On stocke les métadonnées. J'utilisais Firestore, qui est une base de données NoSQL. C'est une base de données, on peut faire des recherches, mais ce n'est pas non plus un moteur de recherche. Et après, je crée des miniatures et je crée des collages, etc. Donc voilà un petit peu mon workflow et ce que j'avais à ce moment-là. Et donc, tu ne pouvais pas faire de recherche avec? Eh bien non, je n'avais pas de recherche dans mon application. Et tu travailles chez qui? Chez Google. Et vous n'avez pas un moteur de recherche chez Google? C'est possible, ouais. Ah, et là, tu ne pouvais pas t'en servir en fait dans ce cas-là? Là, non. En tout cas, ce n'est pas un composant qu'on avait dans Google Cloud et que je pouvais utiliser ici. Ouais, il paraît qu'on sait faire aussi des mails. Et dans Google Cloud, il n'y a même pas un service de mail. Non, mais c'est destiné au grand public en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est destiné, ouais, c'est ça. Donc l'idée, ça serait d'ajouter un moteur de recherche sur les données
en même temps que en fait, elles sont poussées dans ton workflow Donc, ici. c'est-à-dire là, dans mon workflow, en même temps qu'elles sont uploadées. j'ai vu que l'image, elle est safe. Et ben alors, à ce moment-là, j'appelle quelque part ici, je vais par exemple rajouter une petite fonction, un truc comme ça, où je vais pouvoir appeler toi, Elasticsearch. Et du coup, de quelles données on parle? Quelles données on pourrait uploader dans le moteur de recherche? Ouais, donc, donc moi, en tout cas, ce que je stockais dans la première version, en fait, j'utilisais Firestore et j'avais modifié la sortie de la Vision API et je stockais quelques informations, mais pas grand-chose, juste des libellés, la couleur pour la bordure, et c'est tout. Enfin, rien de très intéressant. Je voyais dans l'interface tout à l'heure. Finalement. Alors que si on utilise la Vision API, donc qui est ici, là je vais sur cloud.google.com et /vision, c'est la doc de la Vision API. En fait, il y a une petite section là qui peut nous permettre de voir à quoi ça ressemble. Là, par exemple, si je prends, allez, on va prendre l'arc de triomphe, celui-là, je le pousse et on va pouvoir voir. Alors, est-ce que je suis un robot? Non, tu n'es pas un robot. On fait des bonnes intelligences artificielles chez Google, mais a priori, je me pince pour voir que j'en suis pas un, mais que je ne réalise pas trop. Donc, je ne suis pas un robot, je vous l'assure. Et il va analyser l'image et on va voir en fait ce que cette API peut nous proposer comme informations intéressantes sur lesquelles on pourrait faire des recherches. Moi, je peux déjà te dire que c'est l'Arc de Triomphe. Ouais. Ok, de Marie. Et je pense que c'était une image de Devox France. Et je ne suis pas un robot. C'est une image de Devox France, le tour des speakers. Ça y est, on a notre résultat. Effectivement. Donc là, alors, on a un arc de triomphe, on a des petits carrés verts. On voit aussi qu'il a reconnu où est-ce que ça se situe. Ça peut être intéressant. C'est super pour Elasticsearch. Ouais. Des objets, alors ça c'est un building, ouais, ok, c'est un building. Des libellés, ouais, il y a du ciel. Apparemment, il y a un bus. En fait, je pense que c'est pour le bus. Là, il y a Open Tour, monument, façade, etc. Il y a du texte. Alors, il y a des fois des trucs, donc hop on, hop off, ça c'est le truc du bus, c'est les points où tu peux monter et descendre des bus. Open Tour, c'est ce qui est écrit sur le bus. Après, il y a des trucs un peu bizarres des fois. Il a cru voir du texte. Il croit voir du texte sur le front. Mais c'est pas vraiment du texte. Mais c'est pas trop mal, c'est intéressant quand même. Des propriétés, par exemple, donc non, elles sont au-dessus. Là, les couleurs. Les couleurs principales. Si on veut faire une recherche de couleurs. Et du coup, en JSON, ça donne quoi? Alors en dessous, je peux l'afficher. Alors hop, je scrolle un petit peu comme ça. Donc moi, je fais ma requête, j'envoie à la Vision API, je dis, je veux voir s'il y a des logos, des libellés, etc. Et ça va me retourner quelque chose comme ça. Alors je vais vous le montrer, je l'ai ouvert. D'ailleurs, attends, où est-ce que je l'ai mis? Non, il est dans l'autre fenêtre. Donc ça doit être le premier ici. Alors celui-là, je vais peut-être le mettre un petit peu plus gros. Ça va? Vous arrivez à le voir? Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On va regarder à gauche, parce que j'ai zappé les trucs moins intéressants, parce que par exemple, dès qu'il y a du texte, il va nous faire genre des bounding box X, Y, Z, et il y en a plein partout, puisqu'il est capable pour chacun des caractères et des mots. Donc c'est assez verbeux. Mais donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Full text annotation, .text, et ça nous donne tout le texte qui est reconnu. Pour mieux accueillir le centre des monuments nationaux. Ah, c'est bien. Et je ne sais pas où il l'a vu, ça doit être en tout petit, ça, quelque part. Là, dans les image properties, on a les couleurs dominantes. Donc, tu vois, couleur bleu, green, red, etc. Ok, on va pouvoir en faire quelque chose. Et ensuite, donc là, il y en a plein, il y en a une dizaine normalement, je crois. Les libellés, donc Sky Travels, ce qu'on voyait s'afficher sur la droite. Aussi, Score, c'est s'il est à peu près sûr de lui ou pas. Là, le truc-là, on ne l'utilise pas dans l'application ni dans celle qu'on a finie, mais ça, c'est un identifiant pour le knowledge graph de Google. Donc, quand il reconnaît un thème, un objet, un personnage, etc., il peut pointer vers cet identifiant unique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à la fin? On a landmark. Donc, tu vois, l'arc de triomphe. On avait la petite carte. On sait que c'est l'arc de triomphe. Et on voit latitude, longitude. Génial. Donc, on pourra peut-être le mettre sur une carte. Pourquoi pas. Donc ça, c'est les objets qui sont reconnus. Il a reconnu 2 buildings. En l'occurrence, c'est le même. C'est marrant d'ailleurs. Et voilà. Et plus les informations sur le Safe Search. Ouais. Donc comment on pourrait envoyer ce JSON à Elasticsearch? Comment on pourrait faire ça maintenant? Alors, comment on pourrait faire ça? Donc, dans l'architecture qu'on avait ici, non, c'est ici, pardon. Donc, ce que je disais tout à l'heure, là, on a un workflow.
Et on pourrait en fait, donc moi j'ai tous mes microservices, mes fonctions, etc. que j'appelle à partir de workflow. En fait, ici, je pourrais rajouter, enfin ou là, imaginons que je dessine la boîte au-dessus avec une petite flèche et je dirais, bah tiens, ici, rajoute-moi une fonction. Une nouvelle fonction. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser l'API cliente d'Elasticsearch pour pouvoir indexer ce nouveau document. Mais alors, où est-ce qu'on va faire tourner notre Elasticsearch du coup? Ben, je sais pas, dans les nuages. T'as pas une idée? Peut-être. Vous proposez un truc côté... Alors, justement, donc si on Google. regarde dans la console, alors là, par exemple, je suis dans les logs ou n'importe peu. Hein. Si on va là dans le petit hamburger menu, on va voir que tout en bas, alors ça, c'est tous les produits Google, mais en bas, on a travaillé avec différents partenaires du monde open source, etc. Et on a une intégration avec Elasticsearch, Ça directement intégrée. Et on n'a pas forqué comme... Et donc, on a déjà donc déployé, en fait, on a démarré avant la session, ça peut prendre quelques minutes, un déploiement sur Elastic Cloud. Donc l'interface d'Elastic Cloud, ça ressemble à ça. Si vous voulez créer un déploiement, vous faites ça, Create Deployment, vous lui donnez un petit nom. Vous éditez ces settings. Où est-ce que je tourne? Par exemple, ici, je vais mettre, pourquoi pas en Belgique. En tout cas, le plus proche de là où tourne l'application. Ça tombe très bien. On a toujours la dernière version disponible. Voilà, et puis on fait Create Deployment, et voilà, ça nous donne tout ce qu'il nous faut. Donc là, on a déjà fait. On a déjà un service cloud qui tourne, qu'on a appelé DevOps.fr. Et on a déjà déployé en fait plusieurs services, donc Elasticsearch, Kibana et Enterprise Search ici. C'est quoi Enterprise Search déjà? Alors Enterprise Search, ça c'est une surcouche en fait à Elasticsearch qui permet de simplifier un petit peu l'accès aux API d'Elasticsearch. Notamment, ça vous permet de loguer toutes les requêtes qui sont faites sur Elasticsearch, les requêtes qui ramènent pas de résultats, etc. Si vous voulez avoir des traces là-dessus, si vous voulez mettre des résultats en avant, si vous voulez changer, je sais pas, un dictionnaire de synonymes et qui réindexe à la volée. Enfin voilà, tout ça il le fait. Là, on a choisi d'utiliser simplement Elasticsearch pur et dur, voilà, pur sucre. Pour vous montrer le truc le plus simple à faire. En passant, vous pouvez faire des upgrades, on ne l'a pas fait. Ah oui. On n'a pas voulu tenter le diable juste avant. Juste avant, mais on peut en un clic faire un upgrade, il va faire du rolling upgrade automatique, il y a des snapshots, il y a tout ça. Là, ce qui est important, il y a un Cloud ID. Donc ça, c'est une information qui est assez importante à récupérer pour nous. On va en avoir besoin tout à l'heure pour se connecter au cluster. Et quand vous ouvrez Kibana, vous arrivez donc sur cette interface-là. Et une des choses qu'on a faites, on est allé dans Management, Stack Management ici. Et dans la partie sécurité, on a créé une clé révocable pour les API, de façon à ne pas faire un login mot de passe, mais une clé révocable que du coup, tu vas pouvoir utiliser maintenant dans ton application. Donc on a tous les éléments. Ouais. Donc maintenant, tu vas pouvoir utiliser le client JavaScript pour se connecter à Elasticsearch. Peux-tu nous montrer ça? Regardons cela. Donc comme je disais, dans notre workflow, on va rajouter à cet endroit-là une fonction. Donc, je vais vous montrer ce à quoi la petite fonction ressemble. Alors, je ne sais plus si je la montrais là. Non, j'avais dit là, je ne sais plus. Ouais, tu voulais montrer une nouvelle step avant. Ah oui, non, le step, on va faire ça, tu as raison. Voilà. Donc, mon workflow, bon là, on le voit à droite aussi, qui est généré automatiquement, mais je vais le cacher. Donc, comme ça, on verra. Peut-être zoomer un peu. Ouais, voilà. Donc, j'ai les différentes étapes de mon workflow et je vais me plugger. Donc là, par exemple, on voit que j'appelle la Vision API, donc avec les fonctionnalités qui m'intéressent pour avoir des résultats qu'on va enrichir et indexer. Et un petit peu plus loin, donc si l'image est safe, alors on va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un moment, donc je crée des miniatures, etc. Et voilà, ici, il y a un nouveau step qui fait un appel à une URL, qui est en l'occurrence une nouvelle Cloud Function que je vais déployer. Celle qui s'appelle Index Picture Metadata, là, c'est ça? Ouais, ça va être celle-là. Donc le step qui est là, l'URL que j'ai stocké dans les paramètres du workflow. C'est authentifié parce que c'est de manière transparente, parce que je ne veux pas que tout le monde puisse y accéder. Et je vais passer le nom du fichier. Et puis également le résultat de l'API Vision avec toutes les métadonnées intéressantes. Donc le gros JSON qu'on a vu tout à l'heure. Le gros JSON qu'on a vu tout à l'heure. Après, c'est peut-être pas exactement ça ce qu'on va vouloir balancer à Elasticsearch. Tu spoil. Je spoil. Mais justement, alors si on regarde un petit peu les sources, donc là j'ai une nouvelle fonction, Index Picture Metadata. Dans mon package JSON, j'ai dit, donc là c'est du Node.js, hein,
vous aurez reconnu certainement. J'utilise le module Node Elasticsearch. Et ici, donc je descends un petit peu. Donc déjà, on va voir, donc là je fais mon require, et là on retrouve le fameux voilà, Cloud ID. Cloud ID et API Key. Tu t'as stocké ça où du coup? Alors plutôt que de mettre ça en dur, je veux dire c'est quand même des informations secrètes, j'ai pas envie que les gens récupèrent et utilisent sur mes crédits à moi. Ouais. Et du coup j'utilise Secret Manager qui me permet dans Google Cloud de stocker des secrets comme des mots de passe, etc. Donc déjà, je fais ça. Donc je prépare le client. Donc là, tu as un client. J'ai le client. Ensuite, en fait, je vais préparer la requête ici. Alors, je vais peut-être d'abord montrer la structure qui nous intéresserait. Oui, en fait, on ne peut pas envoyer le JSON qu'on a vu tout à l'heure, tel quel. Il va falloir qu'on le transforme pour l'adapter aux besoins d'Elasticsearch. D'abord, il y a plein de données qui ne nous intéressent pas, donc ça ne sert à rien de les envoyer. Et puis, il y a des structures de données qui ne sont pas très, très chouettes pour nous. Donc, on va faire un petit peu de tri. Donc, montre ce à quoi on veut arriver, quel type de structure sur lequel on s'est entendu. Ce qui nous intéresse, en fait, voilà, c'est ça. On reprend, alors là, c'est le truc row à gauche, et là, à droite, c'est un petit peu plus joli. C'est formaté. Donc le nom du la date de création, c'est toujours intéressant. Là, on récupère le texte, les full text annotation de la Vision API. Là, on a changé un peu la structure là ici pour les couleurs. On a fait une liste d'objets avec red, green, blue. Bon, ça, c'est un peu comme on avait tout à l'heure. Et ensuite, au lieu d'avoir toutes les informations sur les labels avec le knowledge graph, avec tout ça, on a juste mis les chaînes de caractères à nouveau dans un tableau. Pareil, les objets. Même s'il y a 2 buildings qui sont reconnus, c'est intéressant. Genre, s'il y a plusieurs personnes, ça peut être intéressant de savoir combien il y en a. Et c'est pareil, là, tu as vu, pour la latitude, longitude, on a changé ça un petit peu. Oui, on a changé le nom. Avant, on avait latitude, longitude, et maintenant, on a mis lat et long. Alors, la raison, c'est parce qu'Elasticsearch, pour fonctionner avec des coordonnées géographiques, il a besoin de ce format lat et long explicite. Donc, c'est pour ça qu'on l'a adapté de cette façon-là. Donc là, on a un JSON propre, bien nettoyé. Et donc, c'est celui-là qu'on veut vraiment maintenant indexer. Donc, comment on fait pour indexer ce JSON? Donc, là, j'ai plein de points d'interrogation, points, etc. Parce qu'en fonction de ce qui m'est retourné, mais en tout cas, là, je suis en train de préparer cette structure qu'on vient de voir. Là, tu fabriques ton document. Là, je fabrique mon document. Et ensuite, alors, je descends encore un petit peu. Là, je vais faire, à partir d'ici, là, je vais faire un client.index. Je lui dis dans quel index je veux stocker ça, donc celui que tu m'as créé tout à l'heure. L'ID, alors là, on voit un petit, j'utilise pas, genre, j'aurais pu utiliser le nom du fichier comme. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, on veut éviter que si quelqu'un upload 2 fois la même photo, comme on utilise le nom du, comme on veut éviter que si une personne upload 2 fois la même photo, qu'elle soit dupliquée dans Elasticsearch. Si on ne précise pas d'ID à Elasticsearch, il va en générer un automatiquement, donc on aura un duplicat. Donc on s'est dit, on va se baser sur le nom de la photo, le nom du fichier. Comme ça, s'il réupload 2 fois, on va écraser. Sauf que prendre directement le nom du fichier, il y a un risque d'injection de je ne sais pas trop quoi. Donc on a tout encodé en base 64. Windows, machin, tout ça, on vaut mieux éviter. D'accord. Donc on a encodé en base 64 et comme ça on a un ID unique qui nous va bien. Et du coup, le doc, là, c'est la grosse structure que j'ai créée ici. Et j'envoie ça. Et c'est cool. Et donc, qu'est-ce qu'on a déjà indexé? Donc, qu'est-ce qu'on a indexé? Je vais te montrer. Je vais regarder. Montrer ça. Donc, on va aller dans une partie qui s'appelle DevTools, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la partie qui permet de faire du curl avec Elasticsearch, mais sans tout le cérémonial curl, l'authentification et tout ça. Donc, je vais appeler cette API PicSearch, qui est l'index dans lequel Guillaume a écrit. Et je fais juste un search tout simple. Et là, ce que ça me renvoie, c'est que ça me renvoie qu'on a 211 documents. Et voici les 10 premiers documents qui matchent, il n'y a pas de critères particuliers. On revoit la structure dont on a parlé, le name, le safe, le created, le texte qui a été extrait, propriété de l'état, tableau, réseau, ce truc. Les fameuses couleurs dont on parlait, les labels, les objects, etc. Et tout ça pour tous les autres documents. Et du coup, on n'a pas eu vu qu'on a donné la bonne structure, il n'y avait pas à aider Elasticsearch à comprendre cette structure, c'était bon, ou il fallait faire une sorte de mapping Alors effectivement, Elasticsearch par défaut, si on lui dit rien, il va créer un mapping par défaut, qui n'est pas nécessairement bon. Donc on en a créé un nous. Alors je vais vous le montrer ici. En faisant PicSearch _ mapping, on récupère du tout ce mapping. Et la partie qui est intéressante, tout est intéressant d'ailleurs, mais la partie sur laquelle j'attire votre attention, c'est cette partie couleur. Je vais vous remontrer un exemple. Sur les couleurs, on a un tableau, ici, avec des objets à l'intérieur.
Okay, chaque objet est ici. Dans le mapping, ce qu'on a dit explicitement, c'est qu'on utilisait ici pour le tableau un type nested. Et à l'intérieur du type nested, on retrouve nos 3 couleurs, blue, green et red. Je reprends mon exemple, ici, de couleurs. Si on n'avait pas fait un type nested, Elasticsearch, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait créé une structure colors.blue dans lequel il aurait mis 122, 53, 189, 110, etc., etc. Puis après colors.green, il aurait mis 146, 52, 195, 83, sans aucun lien entre ces valeurs. C'est-à-dire que je pouvais chercher, par exemple, quelque chose dont la couleur est 122, 52 et 203, et ça aurait matché. Parce que tout est à plat. En mettant et c'est pas bon, c'est pas la bonne couleur. Donc en mettant du nested, ce que fait Elasticsearch, c'est qu'il va ici indexer individuellement chacun des sous-objets. Donc ils vont être vraiment cohérents entre eux. Et du coup, ça va nous permettre de répondre vraiment à notre cas d'utilisation. Et j'ai vu aussi là que tu avais des keywords, des textes, etc. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors ouais, les textes, ça va être plutôt pour faire ce qu'on appelle du full text search. Je veux chercher un petit peu comme ça, peut-être éventuellement avec des fautes de frappe, ce genre de choses. Et les keywords, ça va être pour faire de la recherche précise ou du filtrage, ou vraiment même à la case près, il faut que ça corresponde exactement. Les keywords, ça sert aussi pour faire des agrégations. On vous montrera un exemple tout à l'heure avec Kibana notamment. Et aussi pour faire du tri. Si on a besoin de faire du tri, il faut avoir des types keywords. Donc là, le champ label, par exemple, on l'indexe de 2 façons. On l'indexe de type texte. Donc on va pouvoir faire du full text search sur le champ labels. Mais à l'indexation, on génère aussi un sous-champ qui s'appelle labels.keyword, qui est de type keyword, sur lequel on va pouvoir faire du filtrage précis, des agrégations et du tri. Et du coup, pour tes latitudes, longitudes tout à l'heure, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial à faire? Exactement. Ici, sur le champ location, on lui dit que c'est un type geopoint, donc il s'attend à avoir un sous-champ .lat et un sous-champ .long. C'est la raison pour laquelle on avait modifié le chose. Et du coup, donc là, c'est dans la base, c'est indexé. Comment je fais pour rechercher à partir de l'application? Comment j'appelle Elasticsearch pour faire ma recherche? Alors, j'ai mis un petit exemple ici. Par exemple, je vais chercher cette fois non plus tout, mais je vais chercher avec vraiment des critères sur des champs différents. Donc je fais ce qu'on appelle une multi-match query. Je passe la requête. Je lui dis voilà le terme que je cherche, ou les termes que je cherche, c'est restaurant, ou la phrase que je cherche, qu'importe. Et je veux chercher ce terme-là dans le champ landmark.name, dans le champ labels et dans le champ object. Labels, vous avez vu, hein, c'est le fameux champ qui est de type texte, hein, pour le coup. Donc j'exécute cette requête. Et voilà, il m'a trouvé un document, en l'occurrence, alors il doit y avoir restaurant quelque part. Je ne sais pas. Ici. Voilà, restaurant Olivar, effectivement, il y a quelque chose qui marche. Mais du coup, on peut. Si je tape vite fait ou genre sur mon clavier de smartphone, si je fais une faute de frappe, qu'est-ce qui se passe? Avec tes moufles? Avec mes grosses moufles. Donc si je fais restaurant comme ça, avec une faute de frappe, ça ne marche plus. Mince. Et donc on est coincé. Alors on n'est pas coincé parce qu'on a une possibilité de se débrouiller avec Elasticsearch en mettant un petit critère de flou. Je vous le fais comme ça à la main parce que c'est plus joli si je le tape. Parce que c'est déjà écrit dessous, mais je préfère. Voilà, je vais dire Fusiness Auto. J'exécute la même requête et il me dit ah c'est bon, j'ai retrouvé le restaurant. Alors que veut dire auto en l'occurrence? Quand vous avez un texte que vous cherchez où vous n'avez que 2 caractères par exemple, ce n'est pas la peine qu'il fasse du flou, parce que là, il faut absolument que ça soit exact, sinon ça n'aurait aucun sens. À partir de 3 caractères tapés, jusqu'à 5, il va autoriser une modification, c'est-à-dire une lettre supprimée, une lettre ajoutée ou une lettre transformée par une autre. Et là, on est dans ce cas-là typiquement. Ou alors, à partir de 5, donc ça devrait marcher normalement, si j'enlève même un N, on va essayer, tiens. On ne l'a pas répété ça. Ouais. Live. Ah, ça marche encore. C'est bon. À partir de 5, il autorise 2 modifications. Okay. Et si j'en fais 3, normalement, voilà, on n'a plus rien. Okay. Donc c'est ça, le Fusiness nous permet de faire ça. Donc est-ce qu'on peut regarder ça dans l'interface par exemple? Dans l'interface, oui, bien sûr. Donc du coup, si on va sur l'application qu'on a déployée, alors du coup c'est l'autre. La nouvelle application. La nouvelle cette fois-ci. Oh, il y a une barre de recherche. Donc, elle est là. Donc bon, on est à un peu de composants, de Vue.js, etc. Donc j'ai changé un petit peu le look. Donc il y a une barre de recherche. Là, on voit toutes les couleurs, on voit les libellés ici, on voit les objets qui sont reconnus également. Donc si je mets restaurant sans faute, par exemple, sans faute, hop,
Et bah, effectivement, il en a trouvé une. Et Voilà. si je mets Avec une faute. avec une faute, Je peux même faire 2 fautes. même hein, si 2 tu veux. fautes, Vas-y, d'accord, vas-y, d'accord, vas-y. d'accord. Donc il en trouve toujours une. Alors Ouais. on voit pas, j'aurais dû mettre un truc qui Bah, recharge parce qu'on ne voit pas. On lève encore une fois. Ouais, Ouais, et là on il n'y a voit plus plus. rien. Voilà, effectivement. Mais Donc là- après, bon, est-ce qu'on peut rechercher, voilà, c'est ce sur quoi on travaillait là avec les queries, filtrer justement sur les libellés. Sur les mots-clés. Par exemple, si je mets, je sais pas moi, le water et que je sélectionne par exemple un pont, tu vois, je filtre. Ouais. Donc là, je veux qu'il y ait un objet et puis après, même pourquoi pas sur les couleurs. Sur les Donc, couleurs. si je veux cette couleur-là, tu vois. Ok. Donc comment on fait ça? Alors je vais Avec vous les- montrer, mais je vais vous montrer la requête queries. finale parce que je vois qu'il nous reste très très peu de temps Ouais. dans notre. Alors comment je fais déjà? C'est comme ça. Euh, du coup, vite fait, pour les keywords, pour les labels et les objets, en fait, on peut rajouter à notre requête une requête booléenne ici où on va mettre des filtres sur water et bridge, c'est ce que tu as sélectionné. Ouais. Pour les couleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend la couleur que tu as sélectionnée, on fait -20 + 20, et puis on fait ce qu'on appelle des range queries sur le rouge, sur le bleu, sur le green. Attention à la syntaxe, c'est particulier, c'est nested parce qu'on utilise des nested documents, donc ça s'écrit de façon un peu particulière. Et du coup, ça nous génère à la fin une requête complète qui ressemble à ça, où ici on a même de la pagination si on veut, et là on a tout assemblé. Dans cette requête finale, vous voyez tout, là je cherche une tour dans ces différents champs avec mon fusil NES. J'ai choisi aussi une couleur qui doit être 225, 132, et etc., 181. Je veux aussi du sky et du building. Puis un petit peu de tri. Je trie par défaut sur le score, donc la pertinence. Si j'ai plein de mots-clés, bah, les plus pertinents vont sortir d'abord. Et si jamais j'ai le même score pour tout le monde, ou c'est-à-dire si j'ai fait aucune requête, aucune query, je vais trier par ordre chronologique, inversement chronologique, les résultats. Donc là, voilà, c'est typiquement c'est ce qu'on a. Ouais. Tu veux montrer ça dans l'interface peut-être? Donc, Ah bah tu l'as fait en plus. oui, en fait, je l'ai fait, Tu c'est l'as pour ça, fait. parce que j'ai vu qu'on avait plus beaucoup de temps. Donc peux-tu nous montrer le code de la recherche alors? Et effectivement, voilà, donc, ok. Donc le code de la recherche, hop, donc c'est dans l'autre. C'est dans Studio là. C'est dans ici. Donc ici, donc /API Picture, c'est l'URL qu'on appelle à partir du front-end. Qu'est-ce que je fais? Je vais préparer en fait une requête qui ressemble à la requête qu'on a faite tout à l'heure. Ce qu'on fait finalement dans la console d'Elasticsearch. Hein. Et puis, alors, donc il y a les différentes parties. Là, je m'occupe des couleurs, etc. Et je fais la structure ici. Donc, je vais chercher dans l'index. Je rajoute la pagination parce que j'ai mis de l'infinite scrolling pour tout charger. Le tri, donc couleur, label, objet. Et après, bah, qu'est-ce que je fais? Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. C'est ici, voilà. Ici, await, client, search, je passe la requête. Et après, donc là, je repousse les données qui m'intéressent pour la partie vue, qui est, enfin, vue et Vue.js d'ailleurs. Et bah, voilà, il y a un petit peu de Vue.js juste pour afficher dans l'interface qu'on a ici. Voilà. Et d'ailleurs, oui, les coordonnées. Alors, les coordonnées géographiques, on ne les a pas utilisées, nous, dans notre application, mais par contre, on peut aller voir ça dans Kibana. En fait, on a fait un petit dashboard déjà tout fait, qui est sur les données qu'on a déjà rentrées. En fait, ça ressemble à ça. Si vous n'avez jamais vu Kibana, c'est ça. Vous fabriquez votre dashboard comme vous avez envie. On peut même les intégrer, en fait. On peut intégrer ça. Là, j'ai même mis les photos. Donc, si par exemple, je cherche, je sais pas, Triomphe, ça doit marcher, ce truc-là. Triomphe, ouais, effectivement, j'ai là, je vais zoomer un petit peu, on va voir où est-ce que c'était. Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être au bon endroit. Et voilà notre photo de l'Arc de Triomphe. Donc, on a exploité là les coordonnées géographiques latitude, longitude. Dans Kibana, on est capable de les afficher dans une map. On pourrait chercher toutes les photos dans un polygone, etc., etc. Et voilà. Voilà, je pense qu'on est à la fin. Je pense qu'on a ouf. Donc après, voilà, on peut toujours améliorer 1 minute encore 10 les choses. qui reste. Ouais. Voilà. On avait une conclusion? Non, mais on était super contents de bosser ensemble. On était contents de bosser ensemble. C'est finalement non, ce qui était marrant. Donc moi j'avais besoin de l'expertise quand même évidemment de David pour bien faire bâtir les requêtes, etc. En particulier sur la partie couleur parce que j'arrivais pas trop à comprendre comment ça fonctionnait. Je savais pas qu'il fallait utiliser les nested, etc. Et l'autre chose, c'est que finalement ce qui m'a pris le plus de temps pour forker mon application et rajouter ça. C'est plutôt le fait que je suis plutôt un développeur back-end et pas trop front-end. Donc, je fais un peu de Vue.js de temps en temps, mais voilà, d'arriver à bien passer les choses
C'était ça où j'ai passé T'as le plus de galéré temps, et plus de temps. pas tant que ça finalement à utiliser Sur Elastic l'API cliente d'Elasticsearch. Ouais. Donc voilà, vous avez bien travaillé sur l'API, merci. Ouais. D'ailleurs, il y a un talk sur les API au fait Oui, d'Elasticsearch de vendredi, Sylvain je crois, Wallace, de Sylvain. oui, allez voir son talk, c'est super sympa. Merci beaucoup. Voilà, merci Bonne pour journée. votre attention. 5 secondes. Du coup, on n'a pas de temps pour les questions, hein, c'est ça? Sur Twitter, posez des questions. Vous venez nous voir juste après, je sais pas. J'ai la forge et Dadounet C'est ça. sur Twitter. Merci.